Bien, excusez-moi encore pour le retard. Merci en tous les cas d'avoir répondu présent à cette audition. Je vais juste rappeler un petit peu le contexte de cette mission dont on a la charge. Donc moi je suis tout d'abord Michael Cosson, député des Côtes-d'Armor à Saint-Brieuc, qui serait donc le rapporteur de cette mission. Et comme président, nous avons Stéphane Peu, que vous pouvez déjà connaître, j'imagine, qui donc, lui, sera donc le président, comme je le disais. Cette mission, l'ambition qu'on a de celle-ci, c'est de pouvoir vraiment apporter des solutions, mais qui proviennent des gens du terrain, qu'on puisse faire une corrélation du tout, et surtout avec une volonté de pouvoir mettre à la disposition de celles et ceux qui décident les outils qui vont permettre de débloquer beaucoup de situations. Si je donnais un exemple, on pourrait parler du parcours résidentiel qui aujourd'hui, à chaque étape de sa vie, est bloquant. Vous devenez étudiant, vous avez des difficultés pour vous loger. Vous devenez un actif, vous avez des difficultés pour vous loger à proximité de votre emploi. Vous finissez votre activité et commencez à avoir un logement qui ne correspond plus à vos besoins ou vous met en difficulté parce que trop grand ou jardin trop grand ou trop éloigné des commodités, vous rencontrez à nouveau une difficulté pour pouvoir vous loger près des communautés. Donc ça signifie qu'à chaque étape de sa vie, malgré la production de logements qui est en plus en deçà des objectifs, elle ne répond pas aux différentes étapes de sa vie, qui est avant tout d'avoir un logement pour pouvoir justement s'épanouir et puis surtout profiter des différentes communautés des territoires. Alors pour cela, est-ce qu'un projet de loi national peut répondre aux besoins qui peuvent être différents d'un territoire à l'autre? C'est toute la question. Et donc l'idée, c'est de pouvoir déjà avoir votre regard dessus. Donc vous avez reçu un questionnaire pour pouvoir non pas répondre à l'ensemble des questions, mais répondre à celles pour lesquelles vous vous sentez le plus compétent, mais aussi de pouvoir avoir une vision sur des questions qui peuvent être répondues par d'autres pour justement faire en sorte que peut-être que le logement a toujours été perçu avec chacun ses compétences, mais il y a peut-être un problème global et qu'il faut justement pour y répondre avoir peut-être une vision plus globale, c'est-à-dire construire des logements étudiants où est-ce qu'il y a des étudiants, construire des logements où est-ce qu'il y a des actifs, où est-ce qu'il y a des actifs, et construire des logements seniors où est-ce qu'il y a des seniors en masse, surtout, et anticiper ce qui va nous arriver, puisque c'est bien d'en parler et de faire des pyramides des âges, c'est mieux de pouvoir répondre aux problématiques auxquelles on fait face. Donc voilà, moi c'est vraiment dans cette optique et puis que partage le président que nous souhaitons faire des auditions pour vraiment soigner le mal par le mal et surtout qu'on ait une offre possible. Alors il y a la fiscalité bien entendu, il y a beaucoup de choses je pense qu'il faut débloquer, mais il y a des mesures d'urgence, un petit peu comme un pompier qui arrive sur les lieux, il fait d'abord les gestes d'urgence et puis ensuite il y a une prescription pour justement faire en sorte que ce fléau auquel on est confronté, puisque ça fait de nombreuses années qu'on dit qu'il y a un problème de logement, pour ne pas dire de nombreuses décennies, et maintenant l'idée c'est de pouvoir y répondre de manière la plus précise, et plus en termes de quantité, mais en termes de qualité. Pour illustrer aussi, nous avons déroulé le tissu urbain pendant des décennies. Vous le savez qu'avec cette loi ZAN, ce tissu est amené à connaître une fin. Et maintenant, il nous s'agit de faire de la dentelle pour répondre aux besoins de la population. Et pour cela, de disposer d'une palette d'outils qui permettent à la fois de revitaliser nos centres, de rapprocher nos populations des différents centres d'intérêt, que ce soit l'emploi, que ce soit les services, et tout cela avec le tissu dont on dispose aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Et puis ensuite, je vous laisserai la parole, le soin de vous présenter, et puis ensuite on aura cet échange qui est avant tout l'objet de cette rencontre. Allez, présentez-vous. Quand je dis jurer, c'est au Sénat, on jure.
C'était une commission aussi. J'ai pas compris la question. Voilà. Oui. Donc, il n'y a pas... Très bien, je vous remercie. Donc, Alexis Lagarde, bientôt vice-président de l'UNPI. Je suis intervenu au Sénat, donc il y a un rapport qui a été établi, qui est très complet, qui pourrait être utile également pour vos réflexions. Je vais commencer par un préambule que vous connaissez tous. Donc, on a un contexte de bombe sociale à retardement qui se profile si on n'agit pas rapidement. La crise actuelle du logement porte aussi bien sur l'immobilier neuf que sur l'immobilier ancien. Nous l'annoncions depuis plus d'1 an de l'UNPI. Le marché est grippé à tous les étages, ça vous l'avez entendu. J'ai un petit problème. Aucune connexion Internet, qu'est-ce qui se passe ? Oui, donc nos adhérents, qui sont quand même assez nombreux, on représente à peu près un peu moins d'1 million de logements en France, donc l'UNPI. Donc on a quand même une vision large, parce que ça fait un échantillonnage non négligeable. Donc ces potentiels acquéreurs de logements neufs n'ont plus confiance dans cet environnement qui leur est proposé. Donc première chose, il faut rétablir la confiance que les propriétaires privés ont perdue. Donc je parle pour le privé, je peux vous parler du social si vous voulez, puisque je siège au Césaire des Pays de la Loire. Donc je fais partie de plusieurs commissions, commission logement, une autre commission énergie, une commission environnement, une commission économique. Et on travaille par exemple en ce moment sur les précarités. Donc c'est un sujet, c'est pas l'image qu'on a uniquement des propriétaires multipropriétaires. Nous soutenons bien évidemment les objectifs fixés pour 2050 sur les principes. Donc la loi résidence et climat. Toutefois, il est aberrant de retirer du marché locatif des logements qui, pour des raisons indépendantes de la volonté des propriétaires, ne peut atteindre les objectifs de rénovation énergétique. C'est contre-productif. Mais l'écologie ne peut se faire indirectement sur le dos des plus modestes. Il s'agit de trouver un bon rythme en soutenant les plus modestes. Il faut donc adapter le calendrier et moduler les contraintes techniques, juridiques et fiscales. On a des propositions là-dessus. Si on veut convaincre, il faut d'abord entraîner et non contraindre. Par exemple, pour le ZFE, l'État a été pragmatique, in fine, et la bouilloire française s'est refroidie sur ce point. Vous voyez où je voulais en venir. Rappelons que la France a une des économies les plus décarbonées grâce au nucléaire, notamment, et l'éolien en mer qui se développe. Il faudrait l'accélérer fortement pour qu'on soit moins dépendant. Par ailleurs, la ZAN est imparfaitement conçue. Elle empêche le développement économique et l'accueil de nouveaux habitants en rendant le foncier plus cher. Il y a lieu de faire une juste péréquation donc, entre les territoires avec des compensations financières, par exemple. C'est un sujet auquel il faut réfléchir et qui est majeur. Parce que l'un entraînant l'autre. On commence par le foncier, on parle de construction, mais si le foncier est trop cher, ça s'arrête là. Dans la construction de logements neufs, beaucoup de contraintes réglementaires ont largement augmenté le prix au mètre carré. Par exemple, rendre 100% des logements accessibles, avoir des surfaces importantes dans les logements sociaux, etc. Lors d'une crise, la priorité est d'avoir un toit le plus rapidement possible. Il faut aussi intégrer l'éco-conception avec l'économie circulaire dans la modularité des logements, donc à construire. Auditionner à ce titre, je vous propose d'auditionner à ce titre le président du Conseil national de l'économie circulaire, Jean-Michel Buff, je ne sais pas si vous connaissez, Buff, pardon, que j'ai rencontré et qui pourra vous donner son point de vue. Donc on partage un peu. Enfin, je suppose que vous avez lu le rapport du Sénat auquel nous avons contribué. Ensuite, je répondrai aux questions. Là, c'est le préambule. Je m'arrête là. Je peux rajouter quand même que le logement n'est pas une dépense publique, car c'est une des activités qui rapporte plus à l'État à travers la fiscalité. Je m'arrête là. Je développerai après. Bonjour. Ça marche ? Voilà. Bonjour, merci
de m'avoir invité à cette audition. Monsieur Agege, directeur de l'Association des responsables de copropriété. On représente particulièrement les copropriétés, les syndicats de copropriétaires, et on a à peu près aujourd'hui 800 000 copropriétaires adhérents au sein de notre association. Pour être tout à fait honnête avec vous, je parle de ce que je sais. Donc mon dada, c'est la copro. C'est pas le logement social. Ceci étant dit, je peux vous raconter 2 anecdotes. La mienne, pour commencer, et celle d'un copropriétaire. La mienne, c'est, comme vous avez évoqué, jeune étudiant qui commence son parcours professionnel et qui demande un logement social et qui l'obtient après maintes recours, mais qui l'obtient. Pour ne pas vous cacher, j'ai même dû être sympathique avec la municipalité pour que tout soudainement, il me trouve un logement qui était inexistant. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Pour être plus sérieux, donc j'ai eu mon logement social et ensuite j'ai progressé dans ma carrière professionnelle et aussi dans mon logement, dans mon ménage. Et donc je vais trouver un logement plus adapté à mon nouveau ménage. Le problème, c'est que j'étais trop riche pour avoir un nouveau logement social, parce que j'étais une étiquette G, mais tous les logements étaient en étiquette C ou D, donc je ne pouvais pas accéder, mais j'étais trop pauvre pour être propriétaire. Donc là, mon parcours, justement, d'habitation, il s'est trouvé un petit peu... c'est un peu trop compliqué. Donc là, il y a un cap entre, a priori, trop riche ou trop pauvre dans le parcours. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, là, c'est pas moi, mais ça aurait pu être moi. C'est un jeune copropriétaire qui a justement trouvé une annonce qui rentrait dans son plan économique. La seule difficulté, c'est qu'il n'a pas compris, ou qu'on ne lui a pas expliqué, que être copropriétaire, c'est être 2 fois propriétaire. C'est propriétaire dans son logement, c'est propriétaire de parties communes. Et à ce titre-là, on a des charges communes à payer, ce qui était annoncé. Mais par contre, on ne lui a pas dit que pendant 50 ans, il n'y a pas eu d'entretien de la copropriété. Et donc, un jour ou l'autre, on va lui faire payer les 50 de défaut d'entretien. Et donc là, il s'est retrouvé aujourd'hui avec une équation qui n'était pas prévue. C'est que tout simplement, on lui demande une quote-part de 50 000 € pour faire le ravalement avec isolation, étanchéité, changement de la chaufferie, etc. Donc, en réalité, aujourd'hui, je parle encore une fois de ce que je sais, la copropriété est malade. La copropriété est malade et le problème, c'est qu'une copropriété malade attire des copropriétaires qui ne sont pas forcément tout à fait solvables et donc qui ont tendance à faire basculer la copropriété elle-même en difficulté parce qu'on a fait rentrer des propriétaires en difficulté. Donc en fait, les difficultés entraînent les difficultés et ensuite on connaît les copros en difficulté, je ne vais pas donner de nom ici puisqu'on a enregistré, mais des copropriétés qui en difficulté cumulent les copropriétés. Et quand une copropriété cumule les copropriétés, c'est la prostitution, c'est la délinquance et ensuite c'est une copropriété qui commence à être en difficulté, ensuite c'est au niveau d'un quartier, et ensuite c'est au niveau d'une ville. Il y a une ville, je ne vais pas citer son nom, c'est toutes les copropriétés qui sont en dispositif public. Parce que toute la ville a été justement, je n'ai pas envie de vous dire contaminée, mais c'est un peu le terme. Donc en fin de compte, ce qui était au niveau, on va dire, ponctuel, comme il n'a pas été suffisamment traité, ça s'est éparpillé un peu sur tout le quartier. Et enfin, l'erreur que tous les politiques commettent, c'est que tous les dispositifs, il y a un amalgame entre le logement individuel, le logement social et la copropriété. Il y a, dans le individuel, il y a un décideur, c'est le propriétaire. Dans le logement social, c'est le bailleur. En copropriété, c'est beaucoup plus complexe. On a différents acteurs, on a le syndic, on a l'assemblée générale, on a le conseil syndical, on a les copropriétaires, on a plusieurs particuliers de copropriétaires. Et donc, à chaque fois que l'on veut aborder la question du logement, on doit isoler la copropriété. On l'a bien vu, tous les dispositifs publics en matière de rénovation énergétique ont plus ou moins fonctionné, je parle de ma prime rénov', en matière de logement individuel. La copro, c'est la catastrophe atomique. Ça n'a strictement pas fonctionné. Et les seuls qui ont fonctionné, ce sont les dispositifs qui étaient déjà en dispositif public, en plan de sauvegarde, en POPAC, en hors-code. Donc en fin de compte, c'était des dispositifs qui étaient déjà dans les rouages. Mais tout le dispositif, on va dire, pour le diffus n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, premier coup de gueule, il faut absolument que l'on prenne le dossier de la copropriété à part entière pour comprendre ce qui ne fonctionne pas et pour trouver des solutions adaptées à la copropriété. Voilà.
Merci pour d'abord ces premiers éléments. J'ai eu l'occasion de rencontrer aussi un syndic de copropriété sur mon territoire et qui me faisait part des difficultés qu'il pouvait avoir, notamment sur aujourd'hui le contexte de MaPrimeRénov', qui fait que la trésorerie doit être avancée, bien entendu, par la copropriété. Et parfois, le remboursement des subventions qu'ils peuvent prétendre n'intervient que très tardivement, voire même vraiment au-delà de ce qu'on pourrait espérer pour pouvoir équilibrer les finances, puisque ne peuvent intervenir qu'à compter des travaux exécutés par les différents copropriétaires. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent à vos oreilles? Qu'est-ce qui pourrait justement améliorer cette situation par rapport au grand plan de rénovation énergétique ambitieux que souhaite mener l'État? Et pour cela, comme vous dites, il faut entraîner et pas contraindre. Et donc, qu'est-ce qui pourrait justement être amené à être proposé pour que justement ça puisse avoir vraiment eu un effet positif et redonner confiance aux propriétaires? Si vous permettez, vous avez tout à fait raison, pour la bonne et simple raison que nous-mêmes, l'immeuble de l'Arc, qui sommes en copropriété, on a réussi, bon, c'est l'Arc, donc on peut se permettre un dérouage, on a mis en place MaPrimeRénov', et effectivement, vous avez raison qu'on ne débloquera les fonds qu'à la fin, que les travaux soient exécutés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre-temps, le copropriétaire, quand bien même il a le droit à cette aide, il est débiteur. Donc il est débiteur, il bascule en difficulté, les mises en demeure, les injonctions de payer, etc. C'est très simple, il suffit de faire un préfinancement. Un préfinancement de MaPrimeRénov' pour que justement le copropriétaire ne se retrouve pas en difficulté. Mais vous savez, aujourd'hui, aucun syndic de France ne sait exactement comment ça fonctionne parce que comme on ne peut pas faire de chèque au copropriétaire, donc ce crédit va être mis sur son compte, mais ne va pas lui être remboursé avec un chèque. Comment on gère les mutations? Je vous ai dit, la copro, il ne faut pas me lancer là-dessus parce que sinon vous finissez à 11h ce soir. Mais, voilà, donc, comment dire, la copro, c'est un dossier à part. On pourra y revenir, mais je ne veux pas y monopoliser la parole, mais on pourra y revenir. Par une expérience que j'ai à l'étranger, notamment en Milan, par exemple, mais dans toute l'Italie. Alors, l'État italien, qu'est-ce qui se passe? Il autorise des entreprises générales de faire la rénovation globale et pas par geste. On y reviendra. Moyennant, eux, ils trouvent un financier, une banque. En général, ça s'appelle le 110%. J'ai évoqué ça au Sénat. Et à partir de là, ils se font rembourser par l'État, tout de suite. C'est l'État qui paye la totalité. Vous voyez, des travaux. Ça, donc ils ont dépensé 10 milliards qui représentent 3% donc des copros à ce moment-là. Et le chantier se fait vite, bien et évidemment global. Donc ça, c'est une solution, mais on n'a peut-être pas les moyens. Ça, c'est un autre aspect. Mais ce qu'on propose dans les solutions, on ne va peut-être pas rentrer maintenant dans les solutions, mais c'est d'imaginer qu'on puisse avoir un règlement, entre guillemets, des propriétaires qui ont des difficultés au moment de la cession du bien, voilà, qu'il y ait une forme d'hypothèque de telle sorte qu'ils ne soient pas engagés financièrement, mais au moins ils ne font pas d'avance. Et c'est un organisme financier qui prend en charge. Donc ça, je l'avais évoqué au Sénat également. Donc ça, c'est un nom particulier, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est une solution qui permet de prendre une rénovation globale. Parce que ce qu'on voit actuellement, et c'est ce que j'ai pu dire aussi à travers des médias, télé, radio, journaux, c'est que actuellement, la France, on nous annonce un certain nombre de rénovations, hein, parce que là, on parlera du neuf tout à l'heure, de rénovation. En fait, c'est beaucoup de monogestes, c'est 90%. C'est pas l'objectif de l'ADEME. Je crois qu'on oublie. Alors, on nous fait tout un discours sur l'écologie. Moi, je suis plutôt favorable sur une rénovation globale, alors peut-être avec une ou deux étapes, mais le risque, donc j'avais évalué ce que j'ai pu dire au Sénat à titre personnel, là, c'est pas l'UNPI qui a sorti les chiffres, sur 2050, ce sera 2000 milliards. Parce qu'on va faire un geste. Par exemple, vous rénovez, vous changez des fenêtres, très bien. Ensuite, malheureusement, on vous dit maintenant c'est plus bon, vous allez arriver à la prochaine date, il faudra faire plus. Mais qu'est-ce qu'on fait? On enlève les fenêtres, on fait une isolation par l'intérieur. Après, vous mettez une cuisine aménagée, vous redéposez les cuisines, les boiseries, l'électricité et tout.
tous ces chiffres ne sont pas évoqués, évidemment, dans la transition, puisqu'on considère que c'est de l'embellissement, mais les gens ont un embellissement et ils le perdent après. Donc, n'oublions pas cet aspect-là des choses. Donc, 2000 milliards, 2050. À côté de ça, le programme nucléaire, c'est 200 milliards. Le programme d'éolien en mer, c'est 200 milliards. Vous voyez, en corrélation. Alors, peut-être, j'avais auditionné avec le Césaire, le président, le directeur général, le président, je ne me souviens plus, de la Banque des Territoires, donc nationale, avec ses adjoints, il y a 3 ans, en disant, ben voilà, pourquoi on n'a pas un plan vert pour faire la transition. Les Français, ils seraient contents d'avoir un petit bonus sur leur livret, 0,5%. À l'époque, on était à 0,5%. Vous voyez, c'était un autre monde. Donc, avoir 0,5% de plus. Et en plus, ils participent à la transition énergétique. Et ça, moi, personnellement, c'est ça, les quelques sous que j'ai, je mettrai dans ce plan, évidemment. Et je ne serai pas le seul. Il y a beaucoup d'argent sur les comptes d'un certain nombre de Français. Alors, tout ne va pas vers ça, mais déjà, ça permettrait de flécher, d'accélérer le processus. Et avec qu'on revient à des copropriétés, c'est le plus compliqué, hein, parce que donc, j'étais chez Bourdin il y a la semaine dernière. Il me dit, mais il faut contraindre les propriétaires. Contraindre. Quand vous êtes en copropriété, avec les délais qu'il y a de vote, de budget, de présentation, après vous présentez un budget, et malheureusement, l'inflation est passée par là, l'énergie est passée par là, ben, vous recommencez, n'est-ce pas ? Voilà, donc on ne s'en sort pas. C'est-à-dire atteindre l'objectif pour le G, là, et nous dire, dans 1 an, on ne loue plus. Déjà, il y a des gens, moi j'ai encore eu hier donc, un appel d'un propriétaire qui me dit, moi j'en ai assez, je n'ai pas les moyens, j'ai plus de 60 ans, il me reste, on va dire, une bonne dizaine d'années en bonne santé, avant de me retrouver peut-être en EHPAD si j'ai les moyens. Et il me dit, ben, je vais vendre. Les travaux que je dois faire, c'est bien supérieur au loyer que je vais toucher. Mais qui achète derrière ? Et vous croyez que le loyer sera le même quand ça sera rénové ? Donc on a une bombe à retardement là. Donc en gros, moi je vais vous donner mon exemple personnel puisque vous l'avez fait. J'avais un petit immeuble avec 4 logements, c'était des années 50. Et ben, ça m'engageait jusqu'à 82 ans. Je me dis, bon, avec ceux qui nous arrivent sur la tête de la transition énergétique, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas me lancer là-dedans, donc je l'ai vendu. Je louais à moins de 6 € le mètre carré au centre d'Angers, c'est-à-dire près de la gare, 150 mètres. C'est recherché par tout le monde. Alors j'ai trouvé un acheteur, il n'y a pas de difficulté. Et bien lui, maintenant, on est à 15 € le mètre carré. Voilà. Alors la messe est dite. Donc si on veut protéger donc, les personnes en fragilité, les ménages modestes, et ils sont nombreux, je pense qu'il faut vraiment se poser cette question-là de la réalité du marché et non pas de la théorie du fléchage, ce qu'on veut. Il faut vraiment qu'on prenne cet aspect-là en compte. Je pense que vous avez assez de remontées. Nous, en tout cas, on en a très nombreuses. Alors évidemment, je ne parle pas des multipropriétaires parce qu'eux, ils ont les moyens d'acheter et puis ils vont faire les rénovations, ils mettent le locataire dehors et ensuite, c'est neuf, c'est beau et c'est plus cher. Et ils trouveront parce que les gens sont étranglés, il faut qu'ils se logent quelque part. Voilà, c'était une parenthèse seulement. Excusez-moi. J'avais une question par rapport au modèle italien dont vous avez exposé. Vous avez exposé les dépenses et l'engagement de l'État italien. Et comment retombe-t-il sur ses pattes ? Ben, les objectifs, c'est que c'est les copropriétés qui sont les plus énergivores. Donc, c'est-à-dire que eux, actuellement, le problème, c'est qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils n'en ont plus dans les caisses. Donc, ils ne peuvent plus aider avec ce principe-là. Mais l'idée, c'était aussi de lancer donc, des entreprises qui ont une vision globale de la rénovation, etc., de faire, en fait, une forme de tutoriel et que les gens s'approprient l'idée. Et ensuite, il y a une dynamique qui se met en place. Et les gens voient bien l'intérêt. Un autre mode de financement, c'est que le danger... Quand on fait la rénovation à un certain niveau. Je vais vous donner l'exemple allemand de Berlin. Vous avez entendu parler. Donc Berlin, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dit, on est les meilleurs d'Europe, on a tout fait, c'est nickel, on a tout rénové, on a mis je ne sais pas combien de milliards. Et puis, ils ont fait maintenant les mesures des gains de consommation. Vous connaissez le résultat ? Ah ben c'est même pas, c'est très loin, très très loin. Pourquoi ? Ben les gens, ils faisaient des économies, ils mettaient à 18, 16, etc. Bon, ils sont un peu plus résistants que nous. Et puis après, ben, comme c'est bien isolé, on ouvre les fenêtres, on reprend des vieilles habitudes. Donc ça, il y a un problème pédagogique aussi
Et malgré la pédagogie, vous savez comment c'est, hein, le naturel revient au galop, vous ne consommez rien, donc finalement, ils se remettent à consommer. Donc, c'est un effet pervers. Alors, on a de bonnes intentions. Je pense que la rénovation est absolument indispensable. Personnellement, je dis à tous nos adhérents, visez le C tout de suite, parce que ça vous évite d'être à chaque fois rattrapé par la patrouille, parce que ça vient vite. Hein. On pense, bon, c'est dans 5 ans, dans 10 ans. Ben non, quand on est dans un logement, qu'on le rénove, on ne peut pas s'amuser tous les 4 matins à tout déménager, à faire des travaux, à avoir des entreprises. Et il faut trouver les entreprises. C'est un autre aspect que je voulais évoquer. Actuellement, le conseil de l'ADEME trouvait 3 devis pour faire baisser les prix. Mais essayez d'en avoir un déjà. Donc, voilà, et vous avez peut-être des relations, vous y arriverez et tout. Mais la population française, elle n'est pas dans cette situation-là. On court après. Et quand vous avez un devis qui vous l'envoie, ensuite, vous imaginez commencer les travaux, vous faites monter un dossier, etc. Et puis, tout d'un coup, le devis, c'est plus le même. Alors, comment on fait? Alors, donc, je pense qu'il y a un accompagnement, et donc on est partenaire là, donc, pour BayRénov, le nouveau dispositif qui va se mettre en place, dont vous avez certainement entendu parler. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner les gens, leur expliquer des trajectoires, et puis surtout les mettre sur un audit énergétique, parce que le DPE, c'est trompeur. Hein. Moi, je combats cet aspect-là, c'est une photographie, et puis les gens, donc, ils choisissent le moins à faire. Et puis après, il faut recommencer. Donc l'audit énergétique, c'est un dialogue. Donc c'est avec un vrai thermicien, ça peut être un architecte aussi qui accompagne. Ça permet d'avoir vraiment une vision de son patrimoine, de sa volonté de voir si on va le garder longtemps, le pérenniser, le transmettre à ses enfants ou pas. Et donc tout ça, ça veut dire qu'on converge vers la possibilité de loger les gens. On reviendra au parcours résidentiel tout à l'heure, parce que c'est un préliminaire, ça. Si vous permettez, j'aimerais juste quand même ajouter une chose, parce que moi, je ne suis pas dans les milliards, je suis dans les milliers, tout simplement. Comment dire, il faut comprendre déjà que pour les copropriétaires, aujourd'hui, la question, ce n'est pas la rénovation énergétique. La question, c'est payer ses charges de copropriété. La question, c'est d'avoir demain, est-ce qu'on va pouvoir payer la nouvelle facture de chauffage avec des augmentations de la molécule qui ont été signées avec 700% d'augmentation. La question, c'est de savoir, est-ce que demain, notre ascenseur fonctionnera? La question, c'est de savoir, est-ce que demain, on pourra payer encore son eau? Donc, vous voyez, déjà, il y a un cap, encore une fois, entre la volonté des pouvoirs publics et l'avis du copropriétaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, les copropriétaires n'y comprennent plus rien. Parce que je vais vous donner plusieurs acronymes, DPE, PPT, DTG, audit énergétique, diagnostic du bilan. On ne sait plus ce qu'il faut faire. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Et donc, on dit, on ne fait rien. On attend de voir s'il n'y a pas un nouveau ministre qui va avoir une nouvelle idée. Et donc, ça va nous faire économiser des sous. Donc, en fait, déjà, qu'on comprenne la difficulté que les copropriétaires vivent actuellement. L'augmentation des charges, en 10 ans, c'est 50% d'augmentation des charges avant l'inflation. Donc, un copropriétaire qui a acheté en faisant une stratégie de financement, il se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle équation. Donc déjà, parlons de gestion des copropriétés, parlons de rénovation des copropriétés, puisque je vous rappelle que 70% des copropriétés ont été construites avant les années 70, dont un tiers avant la Première Guerre mondiale. Donc il y a un problème déjà d'entretien basique, de rénovation, et peut-être éventuellement ensuite parler de la rénovation énergétique quand déjà on aura fait en sorte que les fondations tiennent toujours en place. Ensuite, ce que me disent les copropriétaires, après on va rentrer dans le sujet, les copropriétaires me disent, attendez, on a un plafonnement des loyers, mais on est contraint de faire des travaux de rénovation. Donc, en définitive, on ne peut pas impacter sur nos loyers l'investissement que l'on fait. Bon, après, on peut dire, oui, mais vous êtes riche, vous êtes des copropriétaires, bon, on connaît les stéréotypes. Ou alors dire, à un moment donné, il faut savoir où on va chercher l'argent, où on la prend, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que si pour les politiques, tout paraît clair et limpide, pour les copropriétaires, c'est extrêmement nébuleux. Et je n'entrerai même pas au niveau des syndics qui, eux, balbutient. Pour ne pas dire, eux, ils ont encore un autre problème, c'est qu'eux, ils sont en conflit d'intérêts permanent entre leur société, les sociétés, leurs connaissances, etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment un terrain qui est miné, qui est fragilisé, qui est pas mature
on a un marché qui n'est pas mature, puisque toute la chaîne n'est pas mature, de la prise de décision, des compétences des gestionnaires, de la prise en conscience des copropriétaires, des moyens de financement, des moyens de placement des fonds. Truc tout bête, on ne sait pas où mettre l'argent. Il y a pas, un bailleur social, il peut ouvrir 4 livrets A. Un syndicat de copropriétaires ne peut ouvrir qu'un seul livret A, plafonné à 70 500 €. Un plan de rénovation avec isolation, c'est 500 000 à 1 million. On met où l'argent? Le PTZ, il n'existe que dans les livres. Personne ne le propose. Bon, le coprosan, il faut le savoir le mettre en place. Bon, voilà. Donc en fait, c'est simple. Nous, on a fait une ligne de métro de la rénovation énergétique et on a présenté toutes les stations. À toutes les stations, il y a un PET. Donc en fait, c'est grippé. Voilà grosso modo un petit peu la vraie vie telle que nous on la vit dans le 19e arrondissement de Paris. Donc, comme je le disais, en fait, le constat, on le partage et on le connaît. Et peut-être il n'y aurait pas de mission si tout allait bien. Et vous ne seriez peut-être pas auditionné si ça allait encore mieux. On parlait tout à l'heure justement de ces coûts de foncier, de cette ZAN, des difficultés en fait entre le plafonnement des loyers par rapport au montant des travaux. Du coup, qui peut justement faire qu'on renonce à exécuter des travaux par rapport à la durée d'amortissement qui est bien au-delà de celle qu'on pourrait se permettre. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à soutirer pour que finalement cette ambition que peut avoir l'État, on puisse se donner les moyens? Je pense à, pourquoi pas, imaginer des montants de travaux qui seraient remboursés au moment de la mutation. Pourquoi pas, avec, comme vous le dites, le ZAN qui va augmenter le coût du foncier, faire en sorte que cette augmentation du coût du foncier, qui n'est pas liée plus au ZAN, qui est liée à 50 ans d'histoire, faire en sorte que cette plus-value qui aujourd'hui profite à celui dont il est propriétaire, mais qui a bénéficié des aménagements des collectivités et autres qui ont fait que les prix ont pu grimper, puisse à nouveau profiter au territoire et aux problématiques de la crise du logement. J'ai envie de dire qu'on sait qu'il y a, je crois, ces 250 000 hectares qui vont désormais être constructibles puisqu'on a réduit la voilure. Est-ce qu'il n'y a pas là 250 000 hectares capables de pouvoir justement profiter à la création d'une manne financière et se dire qu'on peut être solidaire, mais encore plus lorsque vous êtes propriétaire terrien et donc vous allez avoir une plus-value de 200, 400, 500% par rapport au coût du terrain lorsque vous l'avez eu. Surtout lorsqu'il était agricole, on passe souvent de 5 000 € l'hectare à parfois près de 1 000 € le mètre carré. Vous voulez répondre? La réalité est bien plus complexe que ça. Quand vous vendez un terrain agricole, j'ai un ami qui est arboriculteur. Il l'a trouvé péniblement. Il avait 40 hectares. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Il a vendu moins d'1 million. Ça vous dit quelque chose? Qui passe par derrière après? Vous avez des établissements, je ne citerai pas, que vous connaissez bien, qui récupèrent les terrains. Après, il y a la labellisation, etc. C'est pas aussi simple. Donc, il pensait toucher le 10 fois plus. Il n'a pas trouvé. Et pourtant, c'est aux portes de la grande ville, de l'agglo. Et on peut les multiplier. La question, en fait, c'est qu'on a beaucoup de terrains, en réalité. On a beaucoup de terrains en ville, c'est-à-dire les bâtiments existants. On peut imaginer surélever les bâtiments. Il ne faut pas tomber dans le simplisme. C'est-à-dire, je pense, il faut avoir un tas de petits gestes, là, non pas transition écologique, mais en termes de réflexion, et qu'on facilite l'ensemble des bonnes idées qu'il peut y avoir. Et c'est la somme de tout ça, on parlera de la fiscalité tout à l'heure, qui font qu'on va y arriver. Bon, le problème, c'est la transition, là. Donc la transition, j'y reviens,
c'est débloquer tout de suite les logements qui sont mis hors de... Là, ça va tomber encore plus. Hein. C'est-à-dire des gens qui voient approcher... C'est dans 1 an, hein, l'histoire des DG. Hein. Dans 1 an. Là, comment vous faites pour demander un devis, lancer les travaux et tout. Donc, si les gens ont la bonne volonté qu'ils montrent, on peut imaginer plusieurs dispositifs, une bonne volonté donc de faire les travaux qu'ils ont demandé des livres qui peuvent le prouver, qu'on leur accorde un délai. Alors ça, c'est compliqué à mettre en œuvre. Ça sera le rôle peut-être de Bailly-Rénov'. On va voir quel dispositif. Bon, il faut qu'on rencontre évidemment le ministre du Logement pour évoquer tout ça. Mais la ZAN, je vous dis, c'est... bon, je connais beaucoup de députés, sénateurs, présidents de conseils départementaux et vice-présidents de régions, etc. Ils ont tous ce même problème. Tous. Je prends l'exemple d'un territoire que je connais bien, parce que je suis donc président régional au départ des Pays de la Loire de l'UNPI et au Césaire. L'exemple, par exemple, de la Vendée. La Vendée, on a une ville qui se développe beaucoup, les Sables-d'Olonne, que tout le monde doit connaître à peu près en France, voire au-delà. Eh bien, il y a le retrait de côte qui se profile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va démolir des logements. L'été, on a tous les jeunes travailleurs sociaux, les étudiants, etc., qui veulent venir, qui n'arrivent pas à se loger. Donc, il faut imaginer aussi des logements, entre guillemets, on n'est pas en situation de guerre, hein, de tremblement de terre, mais des logements d'urgence transitoires. Moi, j'ai fait une école, j'ai fait prépa à Paris, une école d'ingénieur derrière. J'étais dans un petit logement, une chambre de bonne. J'avais un robinet d'eau froide, 7 mètres carrés, une machinerie en plein milieu de la pièce, sous les toits de Paris. Donc, j'ai préparé mes concours, ça va vous sembler un peu lointain, mais c'était pendant la canicule, la grande canicule, sous les toits de Paris. Voilà, des conditions. Donc, c'était indigne. Là, c'était scandaleux. Et j'aurais dû demander l'argent au propriétaire. Donc, je pense que peut-être, il faut faire, non pas une parenthèse absolue, mais trouver, imaginer, par exemple, des logements. Il y a beaucoup de communes, donc on va parler après du pilotage. Moi, j'ai l'ordre des questions, mais on fait des allers-retours. Des communes qui prévoient, par exemple, des containers qui sont aménagés, c'est très bien, isolés, thermiquement, parfait. Hein. Bon, c'est pas le rêve de tout le monde, mais ça fait partie du parcours résidentiel. Moi, pareil, hein, j'ai commencé par cette petite chambre de bonne qui me coûtait donc il fallait que je bosse toute l'année pour payer. Et puis après, au logement HLM, hein, j'ai connu ça. Ensuite, un petit logement. Et puis après, on progresse. Voilà. Mais si on a envie, parce que tout le monde, les jeunes qu'on rencontre maintenant, ils n'ont plus cette volonté d'acheter. Parce que quand ils voient, il y a toujours des cas particuliers, mais quand ils voient le parcours que ça représente pour être propriétaire, et après la taxation qu'il y a dessus, on y reviendra si vous avez le temps, autrement je vous enverrai des éléments par écrit. Hein. Vous connaissez de toute façon. Ils n'ont pas envie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Même des gens qui, en fin de carrière, commencent à avoir un peu d'argent, ils disent tiens, je vais acheter, puis après, j'arrive pas, j'ai des locataires qui ne me payent pas, ou qui me font un procès. Moi, j'ai un locataire qui ne me payait pas sur 4 logements, l'autre qui me fait un procès pour logement indigne. Un logement indigne, plein centre danger, qui était isolé thermiquement, pas parfaitement, etc. Voilà. Donc tout ça pour ne pas payer, pour éviter des augmentations. Donc c'est très compliqué, très compliqué. Peut-être que certains d'entre vous ont une expérience aussi comme ça. L'exemple, je vous donne un autre exemple. Donc on a l'ancien président de la Chambre du Maine-et-Loire qui a loué. C'est une avocate qui a pris le logement, qui n'a pas payé ses années. Donc, il a fait une procédure d'expulsion. L'État, donc le jugement est tombé en juin. L'État a signifié juste la veille de la date où on passe en période où on ne peut pas expulser. Donc, il a attendu une année supplémentaire et il n'est toujours pas payé. Donc, oui, alors tout le monde peut avoir des difficultés, mais ça n'encourage pas et ça se sait. Parce qu'il n'y a pas que les médias, il n'y a pas que les journaux. Les journaux le relaient souvent, mais il y a aussi le bouche à oreille. Parce que, voilà. Donc, je pense que si on veut un levier important, rapide, un des leviers, c'est la fiscalité, qu'on retourne à une fiscalité qui soit... Vous voyez, quand vous avez de l'argent en bourse, etc., vous êtes imposé à combien?
quand vous êtes propriétaire, à combien vous êtes imposé réellement? Vous savez combien c'est in fine? Je vous donnerai le détail à la fin. C'est 75% quand vous rajoutez le foncier, qui est en voie de... Comme on évoquait tout à l'heure, il faut trouver de l'argent. Donc, et on en a besoin. Hein, on a besoin de cet argent. Des communes, moi j'étais premier adjoint d'une ville, je sais ce que ça représente. Donc voilà, on pourra développer, c'était une parenthèse. Merci. Il nous reste à peu près 30 minutes, puisqu'on a d'autres auditions par la suite. Je voulais justement que vous puissiez commencer à aborder, en quelque sorte, où on a parlé de la fiscalité, quels sont les outils, selon vous, qui ont pu fonctionner, qu'il serait bon de remettre au goût du jour, ceux qui sont à écarter, car aucun impact positif, et quels sont, selon vous, on parlait des difficultés que pouvaient rencontrer les propriétaires, pour redonner confiance ou se sentir davantage protégés, dès lors qu'ils peuvent jouer un rôle dans justement le parcours résidentiel et faire en sorte qu'on puisse avoir ces investisseurs et surtout ces personnes qui justement mettre à disposition des logements. Et l'autre point, c'est, j'ai parlé tout à l'heure des différentes étapes de la vie où on était bloqué. Quelles sont selon vous justement des actions concrètes qu'il faudrait mener? Car aujourd'hui, on a toujours parlé en quotité, mais jamais en public, en fonction des différentes étapes de sa vie. Et c'est peut-être ça qu'il nous faut aussi réfléchir si l'on veut avoir, dans la production de logements, une réponse réelle aux attentes de nos populations dans nos différents territoires. Si vous permettez, je vais commencer. Encore une fois, je veux parler de ce que je sais, donc je parle de la copropriété. Voilà. Donc, comment dire? Alors, nous, à l'Arc, on n'est pas des fervents des subventions publiques. Parce qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas éternels et que d'un autre côté, ce sont des impôts, etc. Donc, il faut trouver des solutions qui permettent aux copropriétés de s'autosuffire. Et donc, bon, bien évidemment, si vous avez de l'argent à donner, on est preneur. Mais si il n'y a plus d'argent dans les caisses, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pérennes, en tout cas pour le fonctionnement des copropriétés. Ceci étant dit, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces copropriétés dites en difficulté disposent de subventions publiques avec des sommes extrêmement importantes. Je parle d'ORCOD, je parle de plan de sauvegarde, je parle de POPAC. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État vient en tant que pompier avec un pistolet à eau pour éteindre des forêts en plein incendie. Donc, en réalité, c'est de l'argent qui est quasiment perdu, à fond perdu. Or, je pense qu'on aurait plus intérêt à faire de la prévention que de financer des copropriétés qui sont malheureusement... D'ailleurs, le terme dit ce que ça veut dire. On ne parle même pas de plan de redressement, on parle de plan de sauvegarde. C'est-à-dire que notre volonté, c'est juste de faire en sorte qu'on arrive à sauvegarder la situation, sachant que la situation est perdue. Bon. Donc déjà, essayons déjà de mieux, je dirais, cibler les fonds que l'on distribue. Premièrement. Deuxièmement, on parle du neuf, mais il faut savoir que plusieurs copropriétés neuves, aujourd'hui, font appel à nous parce qu'ils basculent en difficulté. Ça veut dire qu'en réalité, on n'identifie pas les problèmes, et comme on n'identifie pas les problèmes, on les reproduit. Donc on pourra construire autant qu'on veut, on pourra proposer autant de copropriétés que l'on veut, si on n'identifie pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les copropriétés aujourd'hui, on aura toujours cette spirale infernale de copropriétés qui basculent en difficulté. Et encore une fois, quand je parle de difficulté, c'est de gestion courante, c'est d'entretien, c'est de rénovation, c'est de rénovation, y compris énergétique. Bon, donc il y a un problème. Troisième élément sur lequel il faut absolument que l'on parle, c'est qu'on a un droit de la copropriété qui n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un droit du copropriétaire. Et en réalité, la problématique du copropriétaire n'est pas forcément la problématique de la copropriété. On a en réalité 20, 30, 40 copropriétaires au sein d'un immeuble. Chacun essaye de défendre son logement au détriment parfois de l'intérêt collectif qui est celui de la copropriété. Et donc ça, c'est un vrai débat qu'il faut avoir. Est-ce qu'on défend le droit de chacun des copropriétaires
malheureusement au détriment de la copropriété, ou bien on impose un droit de la copropriété, et donc cette copropriété a un droit à avoir ses financements propres, a un droit à être rénové, a un droit à être amorti, comme une société qui, lorsque son ordinateur il achète, dès le lendemain il commence à l'amortir. Ben pour les copropriétés, on n'a pas ce même dispositif, on n'a pas un amortissement des équipements. Donc en réalité, on change la chaudière, on refait son ravalement, tout va bien pendant 10 ans, 15 ans, et ensuite le copropriétaire qui a acheté le lendemain de la panne de l'ascenseur, de la chaudière ou du ravalement se retrouve à payer l'intégralité de la quote-part. Donc ça c'est une vraie réflexion à avoir. Quel est le droit de la copropriété par rapport aux copropriétaires? Et lorsque l'on va donner un droit à la copropriété, les copropriétaires vont dire « Ok, mais moi je ne peux plus financer ». Bon. La différence, c'est que si demain on dit « Attention, être copropriétaire, c'est des charges courantes, c'est un amortissement à payer et c'est des travaux », peut-être que là, le copropriétaire va faire son équation, il va dire bah, « Je ne peux pas habiter là-dedans. Je pourrais habiter plutôt dans une copropriété qui est mieux rénovée, où il y a moins à payer ». Donc voilà, donc déjà, cette question du droit de la copropriété, c'est fondamental. Deuxièmement, vous parlez d'un élément fondamental également, c'est la confiance du copropriétaire. Aujourd'hui, le copropriétaire, il n'a plus confiance en rien. Il n'a plus confiance dans la stratégie des pouvoirs publics. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, on ne sait pas s'il faut mettre un répartiteur de frais de chaleur. C'est un petit gadget dans les radiateurs qui permet d'alimenter le réseau des installateurs, qui est un gadget qui ne fonctionne pas, mais qui est obligatoire, et qui permet les mêmes performances que refaire un ravalement. Donc, gens se disent, est-ce qu'on met le petit gadget qui ne sert à rien, on fait un ravalement? Bon, voilà, c'est des petits détails comme ça. Donc, il y a une perte de confiance des dispositifs publics. Il y a une perte de confiance du syndic. Aujourd'hui, les copropriétaires n'ont pas confiance en leur syndic, pour diverses raisons. Or, le syndic, c'est le mandataire de la copropriété. C'est lui qui doit être l'aiguillon de la copropriété et c'est lui qui doit donner les trajectoires stratégiques pour le lendemain des copropriétés. Or, aujourd'hui, on a une difficulté avec ce syndic qui est un commerçant, ce qui n'a rien de mal, mais qui se trouve être, ballotté entre un conflit d'intérêts, défendre mon cabinet, défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires. Et donc, si on ne verrouille pas la mission du syndic dans la question de la rénovation énergétique ou dans l'entretien des copropriétés, on n'arrivera pas à enclencher le vote des travaux parce qu'on dit derrière, on va donner de l'argent à quelqu'un pour lequel on n'a pas confiance et donc on préfère garder l'argent dans notre poche que la donner. Dernier élément, effectivement, il y a un problème. Lorsqu'on a acheté son logement un certain prix et qu'il a multiplié par 4, qu'on l'a revendu en faisant une plus-value, sans avoir financé les travaux d'entretien et de rénovation, sans avoir entretien l'amortissement, on se dit il y a une difficulté majeure. Donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle le pré-avance qui a été avancé par le climat et résilience. Donc, effectivement, la mutation, ça peut être une solution. L'amortissement, ça peut être aussi des solutions. Donc, on a des solutions à proposer. Mais encore une fois, il faut bien que le copropriétaire comprenne qu'il est copropriétaire. Donc, ça veut dire propriétaire de son logement, des parties communes. Et à ce titre-là, autant il doit financer la peinture de sa cuisine, autant il doit financer les partures de sa cage d'escalier et de son vêtement. Voilà. Donc, ensuite, on pourra rentrer et on pourra vous envoyer surtout nos propositions que l'on a soumises pour redynamiser les copropriétés, leur redonner un souffle dynamique et non plus un souffle uniquement, je dirais, d'investissement, pour que justement on puisse rééquilibrer la situation des copropriétés. Oui. Merci. Dans ma présentation, je n'ai pas pensé à vous le dire, mais je suis ingénieur au départ dans le BTP. J'ai participé à la construction de milliers de logements privés, publics et de bâtiments publics aussi. Donc, en fin de carrière, j'étais directeur interrégional sur, on va dire, la qualité, la pathologie et le juridique. C'est-à-dire avec tous les sinistres qu'on peut voir dans le bâtiment. J'étais pas dans le ministère, j'étais dans une société internationale qui est le numéro 1 de l'audit. Je peux pas la citer, mais bref. Et donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est qu'effectivement, pour aller dans le même sens, le défaut d'entretien, parfois, peut provoquer des effondrements. Et je vais parler d'une actualité aujourd'hui, mais c'est pas en lien. Hein. J'ai pas dit que c'était l'origine de l'effondrement. Un balcon qui tombe, avec des morts. On est à pratiquement 200 sinistres
d'effondrement de balcons. Pas tous avec des morts, heureusement. Et quand j'ai démarré ma carrière, en milieu de carrière, je me souviens, c'était dans la région parisienne, donc beau bâtiment, mais là c'était à l'inauguration. Vous voyez, donc il y avait le promoteur, le représentant, l'architecte, tout le monde, l'élu. Boum, 7 morts. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on a des ouvrages sensibles. Le bâtiment, c'est pas éternel. Dans la rénovation, moi j'ai vu des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, des architectes qui ont une compétence pas forcément longue dans le bâti ancien, où on enferme l'humidité, à la fin tout pourrit. Vous avez de la mérule, par exemple, vous devez connaître un peu, pas chez vous, mais j'espère. Et donc, résultat, ça va jusqu'à des effondrements. Hein. Donc, on ne bricole pas. Il y a un moment, quand je parle d'audit, le DPE, c'est bien, mais l'audit, c'est aussi la vision du bâti. Et d'ailleurs, j'ai assisté là-dessus dans le rapport du Sénat. Et il ne faut pas oublier que 30% des logements en France, c'est des bâtiments d'avant 48. C'est-à-dire des structures, et qu'on n'évoque jamais, c'est-à-dire qui résistent bien au climat d'été, c'est-à-dire au confort d'été et tout. Et ça, dans le DPE, c'est pas pris en compte. Donc, en gros, on vous sanctionne pour l'hiver. Bon, pour faire une caricature, ne prenez pas ça mal, mais on n'a pas vu beaucoup de gens qui soient morts chez eux en hiver, dans la rue, oui. Et par contre, beaucoup de morts en été. Ça existe. Voilà. Il faut prendre en considération, dans le bâti ancien, le plus et le moins. Et pas simplement mettre du moins, moins, moins. En fait, on est dans un système de sanctions et pas de vision globale. Moi, j'avais interpellé, je me souviens, c'était à Angers, un congrès, donc on est représenté, c'était un congrès international, donc cité connecté, ou je ne sais plus quoi, to be. Et après, on était en petit comité avec le préfet de région, et donc Julien de Normandie qui était là, avec Emmanuel Vargon. J'ai alerté sur le problème du confort d'été. Vous voyez, ça fait 3 ans. C'est toujours pas pris en compte. Alors, je sais bien qu'il y a une tâche immense, mais n'oublions pas les fondamentaux. Je pense qu'on a trop la vision sur des points de détail et aussi s'accrocher absolument à des décisions qui sont... On a déjà repoussé un peu les dates et tout. Après, on dit, mais les propriétaires, ils auraient dû s'engager. Mais il y en a qui essayent. Je vous dis, ils essayent d'avoir des devis. En copro, bon, je ne vais pas en parler du tout parce que vous avez assez dressé le tableau. Moi, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est peut-être de répondre très rapidement à toutes les questions que vous avez évoquées, puisque j'ai des réponses à tout, comme vous voulez. C'est presque prêt. Mais bon, voilà, c'était pour faire très rapidement les 19 questions, si vous voulez. Je ne sais pas si monsieur Peu avait des questions précises. Non. Alors, première question, pilotage du logement au niveau territorial est déjà très présent au niveau des mairies, des ventes, permis de construire, etc. Définition de la politique des logements sociaux, je sais que c'était un des sujets qu'on traitait. Alors, maintenant, c'est devenu un enjeu national. Avant, c'était local, on gérait son taux d'HLM, etc. Bon, il faut quand même arrêter de faire l'électoralisme. Il y a un peu cet aspect-là, suivant les communes. Il y en a qui vont faire beaucoup de logements sociaux, d'autres pas assez. Il y a un moment donné, il faut qu'on prenne des responsabilités, mais aussi, je pense qu'il faut plafonner le logement social. Autrement, on n'a plus de mixité sociale. Et les immeubles qu'on construit maintenant, c'est-à-dire avec une part, donc c'est dans la suite des questions, d'achat pour des privés avec du logement social, avec une base, parce qu'il y a beaucoup d'opérations comme ça. En fait, ça contribue à faire augmenter le prix du privé pour pouvoir financer le social. Il ne faut pas se faire raconter d'histoire. Donc, on revient à la fiscalité. Donc, actuellement, il y a une part minimum qui est imposée, c'est 25% de logement social. Peut-être qu'on doit imaginer un maximum de 35%. Parce que le rôle du privé, c'est quelque chose de souple, qui peut se faire rapidement si la confiance est revenue. Les gens ne demandent pas mieux. Vous savez, quand on interroge, toutes les enquêtes montrent que quand on interroge la population française, le rêve, c'est quoi? C'est évidemment de trouver son logement qui correspond à peu près à ses besoins. Alors maintenant, c'est très difficile. Donc après,
Le niveau plus pertinent, il y a aussi une coordination région peut-être à imaginer. Ce n'est pas le cas au niveau du département. Voilà, c'est des niveaux qu'on n'évoque pas. Mais la région a une bonne vision aussi des implantations économiques et autres. Hein. La production des logements sociaux situe aujourd'hui à un niveau historiquement bas et très inférieur aux besoins. Pourquoi ? Parce que ce que je vous racontais, c'est souvent porté par des logements neufs. Si vous ne vendez pas les logements neufs, vous ne construisez pas l'opération. À côté de moi, au Césaire, il y a le président régional de l'USH, l'Union sociale des HLM. On siège ensemble, on s'entend très bien, on arrive à défendre en région, on va dire, cette vision des choses, mais ça ne suffit pas. J'ai eu en février, on avait une réunion donc, plénière avec le préfet de région. J'ai alerté donc, sur déjà les retards qu'il y avait, que des USH allaient se casser la figure. Il y a eu une action, ça a dû mettre une semaine. Il y a eu un peu d'argent qui est sorti tout d'un coup de la Caisse des dépôts. Donc, quand on prend conscience, c'est vrai que parfois, il faut faire le pompier, ça peut sauver un processus. Hein. Alors, ensuite, difficulté de terrain de ZAN, on en a parlé. La Banque de France, le mur, la dette et taxes, l'investissement pèse depuis très longtemps sur les propriétaires privés. Donc, les grands opérateurs institutionnels se retrouvent ainsi à un moment dans la même difficulté. Donc, il va falloir tout de suite résoudre ça, parce qu'autrement, le logement neuf, il ne se redresse pas. Moi, je fais partie aussi du Conseil régional de la construction. On a des indicateurs qui sont en temps réel. C'est le CERC que vous retrouvez partout. Et on se rend compte que des entreprises sont en train de déposer le bilan. On a besoin de mémoire, je ne sais plus si c'est 350 000 personnes formées dans le bâtiment pour pouvoir affronter le neuf et l'ancien. Mais il ne faut pas se dire que les chômeurs du neuf vont pouvoir se recycler dans l'ancien. C'est un autre travail. Voilà, je connais bien, j'ai fait beaucoup de réhabilitation aussi, je vous dis que ce n'est pas la même chose du tout. Ensuite, la situation économique financière des opérateurs, c'est vrai qu'on fait une concentration, par exemple, des HLM, etc. Mais à court terme, ça marche. À long terme, il vaut mieux quand même qu'on ait un certain nombre de gens qui soient créatifs, autonomes, etc. Donc il ne faut pas se chercher à faire, pourquoi pas, une seule fédération HLM en France qui décide de tout. Bon, les PLAI, PLUS, etc., il faut bien comprendre que tous les dispositifs qu'on rajoute, etc., les gens ne comprennent plus rien. C'est un peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, dans tous les financements, etc. Il faut vraiment avoir une vision simplifiée. Les accompagnateurs Rénov', ils sont en bout de chaîne. D'abord, ils ne sont pas assez nombreux, hein, même si on va augmenter le nombre, mais ils sont en bout de chaîne. Donc, avant d'y arriver, c'est vraiment... Même les gens qui sont déjà propriétaires, hein, ils sont un peu perdus. Et nous, je peux dire, moi, j'ai beaucoup de mal. Pourtant, j'ai un passé... Donc, la fiscalité immobilière doit être plus lisible et non confiscatoire. Je résume, vous retrouvez ça après. Hein. Je vous dis, pour la mise en location dans le privé, si on cumule l'IR et le CSG sur son logement, on arrive à 50%. Si on ajoute les taxes foncières, 75%. Ça ne donne pas envie. Hein. Ça, on le fait. On ne sait pas quand on achète. Moi, quand j'ai acheté la première fois, je ne savais pas que ça allait me tomber dessus. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, qu'on peut... On continue, qu'on ne peut plus, Alors, politique des villes, c'est la ZAN, ça. Donc, la ZAN, je vous en ai parlé. Je pense qu'il y a une réflexion au moins régionale, région par région. Je pense qu'on sait à peu près où il faut trouver une solidarité. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas construire, qui ont des centres-villes qui se dénaturent, etc., justement profiter, qui vendent leur partisane potentielle, du moins à d'autres, qui permettront de les enrichir et peut-être de rénover leur centre-ville. Voilà, des choses aussi simples que ça. C'est donnant, mais au moins on peut construire là où il y a besoin. Autrement, on peut être obtus et dire non, il n'y a qu'à. Et puis... Alors, on peut promouvoir, parce que la ZAN, c'est pour le neuf, hein, pour les nouvelles structures, pour l'industrie, pour un tas de choses dont on a besoin économiquement.
Les programmes de densification surélévation, hein, on a des bâtiments collectifs qui peuvent être surélevés sans que ça gêne les voisins, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Mais quand vous êtes dans une zone d'immeuble qu'on peut surélever, et grâce à la surélévation, c'est ce que j'ai évoqué au Sénat, en surélevant, vous les vendez, ces logements, et en plus, vous réglez le problème de l'isolation thermique du dernier niveau, qui, lui, est toujours, entre guillemets, condamné, parce qu'il n'aura jamais, dans le cas des copropriétés, il n'aura jamais la lettre qu'il faut. Hein, et donc, il y a d'autres éléments qu'on peut régler aussi, que j'ai évoqués là, pour faire une moyenne, par exemple, dans les copropriétés. J'ai travaillé sur une nouvelle réglementation thermique de 82, ça s'appelait ça à l'époque, nouvelle réglementation thermique. On n'a pas tiré les enseignements, mais à l'époque, on construisait un immeuble et on se disait, bon, il y a des logements défavorisés dans les angles, les petits logements, etc., sous toiture ou sous terrasse. Eh bien, on fait une moyenne. Et à partir du moment où le petit logement ne dépasse pas de 20% la consommation moyenne de l'immeuble, on considère qu'il est conforme. Vous voyez, je ne sais pas si je suis clair. Quand ça va vite, on n'a pas le temps de préciser ces idées. Dispositifs fiscaux, ben, on a maquis des dispositifs, ça on l'a vu. Mobiliser le parc existant, arrêtons d'essayer de faire avancer les choses par la méthode contrainte punitive. Bourdin, c'est ce qu'il me disait, bon, on n'a qu'à obliger. Alors, expliquez-moi comment on oblige. Et surtout pour avoir un résultat immédiat. Parce que la conséquence de faire des contraintes, c'est que les gens ont dit, oula, je ne vais pas y aller, moi, avec tout ce qui se passe. Excusez-moi de parler un peu franchement, hein, j'ai un langage peut-être un peu fleuri. Il faut avancer positivement également en favorisant le logement non meublé. Parce qu'on parle aussi donc d'offres hôtelières, mais aussi Airbnb et autres. Ça permettra automatiquement de réorienter l'offre. Parce que quand vous avez du non meublé qui ne rapporte rien parce que vous êtes matraqué, ben, qu'est-ce que vous faites? Voilà, ça fait partie des contournements. Le français, d'ailleurs pas seulement le français, dès qu'il y a une contrainte, il contourne. Oui, il faut revoir la législation concernant les meublés de tourisme. Donc nous, effectivement, il y a un déséquilibre. On ne va pas parler des communes les plus... On n'est pas con, non, on n'est pas borné là-dessus. On est là pour le plus grand nombre. Alors, il y a un autre aspect qu'on se rend compte, c'est que dans les zones tendues, on met plus facilement fin à son bail, donc le bail d'habitation qu'à son forfait téléphonique pour un préavis d'1 mois. Expliquez-moi comment, quand vous avez un préavis d'1 mois, vous pouvez rénover, faire ce qu'il faut, etc., retrouver un logement, etc. Donc ça fait une carence mécanique. Peut-être que ce délai d'1 mois est trop court. C'est pas peut-être, nous on est persuadés qu'il est trop court et que je pense nous pensons qu'il faudrait 3 mois pour limiter la vacance dite relocative. Parce que ça, les gens peuvent, sauf cas de force majeure, on est bien d'accord, hein, mais c'est pas la zone tendue, c'est pas le cas. Hein, donc on retrouve, quand on veut le mieux, parfois on a le moins bien. Hein. L'extension du prêt avance rénovation, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est un prêt hypothécaire garanti, in fine remboursable, lors de la transmission de la vente. Ça soulage les vendeurs, parce que finalement, c'est les héritiers qui finalement, on déduira le prix de vente de ceux qui doivent. C'est vraiment quelque chose qui peut être important. Alors, actuellement, il y a des éléments comme ça réservés aux ménages modestes, mais pourquoi se limiter aux ménages modestes? Donc, actuellement, il faut débloquer l'ensemble de la situation. On peut pas se dire on va débloquer quelques-uns, on ne va pas y arriver. Hein. Alors, au bilan sur les logements vacants, etc., pour l'instant, l'effet invisible sur l'offre. Hein, arrêtons la multiplication de l'impôt. L'harmonisation de la fiscalité neuf et ancien constitue à l'innover. Il faut surtout simplifier la fiscalité immobilière, la rendre attractive sur le logement non meublé, avec par exemple un PFL, etc. Un statut de bailleur privé avec un PFU, un prélèvement forfaitaire unique à 30%, par exemple, comme le revenu mobilier, aurait un sens. Parce que là, finalement, les gens, ils vendent et puis ils vont placer. Hein. C'est tout, hein, c'est mécanique. Après, je vous épargne le reste. Logement, nouveaux besoins. Le problème de la sous-occupation est dû en partie à des délais de préavis très courts, ce qu'on avait prévu. Donc, les vacances en taux de location. Et
puis je crois qu'on a fini le reste. Comment intégrer des besoins spécifiques des personnes âgées dans une politique de logement durable? Déjà, les logements neufs intègrent à ce point tous les problèmes d'accessibilité et autres. Il y a beaucoup de choses. Quand vous faites un logement accessible aux personnes en situation de handicap, on a réglé, on a le problème, hein, il est réglé. Hein, ça, vous êtes obligé de faire des largeurs de couloirs, etc. Donc, on a pu en concevoir. J'ai même participé, entre guillemets, indirectement à des logements, des bâtiments. On a démoli un certain nombre de logements pour pouvoir élargir un peu des logements qui n'ont jamais servi, d'ailleurs, à des personnes en fragilité, handicapées ou autres. 100%, c'est idiot. Ouais. Après, je pense que on n'était pas sur la question de la réglementation, effectivement, qui date de 75 et tout ça. C'était plutôt, en fait, se dire quelle offre nouvelle en adéquation avec les besoins on puisse mettre en œuvre. Parce qu'effectivement, l'accessibilité, la rampe et compagnie, et les largeurs de circulation et les toilettes accessibles, ça effectivement, on connaît un petit peu, puisque ça date de 75, c'est juste l'application qui met du temps à voir le jour. Mais c'était plutôt de se dire qu'est-ce qu'on offre comme type de logement nouveau, copropriété, ou colocataire, résidence semi-senior. Voilà. C'est un peu ça, parce que derrière, le logement neuf, oui, éloigné des commodités, plus difficile, éloigné en plus de ceux qui vont apporter les soins, encore plus compliqué. Et donc voilà, c'était un peu plutôt dans cette idée de nouvelle offre plutôt que de réglementation dont on connaît. Alors la nouvelle offre, c'est pour ça que je vous parlais de construire la ville sur la ville. C'est la priorité avant d'aller. Et hier soir, j'ai organisé une conférence à l'ESCA, l'École supérieure du commerce d'Angers, sur l'économie circulaire. C'est pour ça que je vous en parle. Interviewé donc Monsieur Buff. Et là-dedans, j'avais fait intervenir un représentant RATP, qui avec les trams, etc. Sur Angers, on a ça, on a cette chance. Et en fait, la conclusion à chaque fois, c'est que plus on s'étend, moins on peut rentabiliser le système, etc. Donc la réflexion, on est bien d'accord, c'est pouvoir construire la ville sur la ville chaque fois qu'on a une possibilité et privilégier ça. Donc évidemment, il y a plein de, en dehors, je dirais, des dents creuses et autres, hein, mais vraiment simplifier cette possibilité de surélever les bâtiments, même quand on a des zones où on ne peut pas le faire, c'est porteur, puisqu'on paye la transition écologique. On aura peut-être même un petit bonus pour refaire en état, remettre en état. Donc voilà, je pense que c'est la trame la plus importante, c'est ça. Mais il faut du temps, hein. On n'aura pas. Donc débloquer le système général qui nous donnera le temps ensuite de pouvoir rattraper, parce qu'on a 150 000 logements de retard par an à peu près depuis 2017. Mais je suis dans le monde du bâtiment, j'ai toujours entendu parler de crise de logement. Moi avant j'étais nantais, en 82 j'ai dû fuir, on m'a demandé d'aller trouver du boulot ailleurs parce qu'il y avait une crise du bâtiment. Donc les 7 plus ingénieurs de la société, on a dit vous êtes les plus jeunes, dégagez. Maintenant c'est pas comme ça, on dit aux plus anciens, voilà. À l'époque c'était comme ça. Bon, voilà. Si vous permettez juste Je coupe. Juste un mot par rapport, justement, vous avez évoqué la question de la fiscalité. Effectivement, vous avez raison. Il faut savoir que le syndicat des copropriétaires est une personne morale à part entière. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de fiscalité propre au syndicat des copropriétaires. Alors, fiscalité, ça veut dire que les produits financiers que l'on génère par rapport au placement des fonds de travaux, qu'est-ce qu'on en fait ? La fiscalité de l'énergie verte. Si demain, la copropriété, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a des dépenses, il y a des retards d'investissement, il faut trouver l'argent. Donc il faut trouver aujourd'hui des moyens pour que la copropriété puisse générer des produits pas financiers, des produits, ça veut dire des sommes d'argent, par exemple en mettant à disposition ses toits, en mettant à disposition ses façades pour faire des panneaux publicitaires, en créant de l'énergie justement qu'elle peut revendre. Mais aujourd'hui, tout ce maillage de gestion des produits, de la fiscalité que l'on peut éventuellement générer, aujourd'hui n'est pas traité par les dispositifs publics. Et donc peut-être qu'il faut aussi commencer à travailler sur la question de l'autosuffisance, entre guillemets, des copropriétés avec une fiscalité adaptée. Oui.
Est-ce qu'on peut être plus en détail par rapport à justement cette fiscalité? Comment vous... Bah, prenons déjà ce qui est existant. Vous prenez par exemple, on a un livret A. On ouvre un livret A pour le fonds travaux. Donc, comme je vous expliquais, 60 500 €. Et pour les communautés de plus de 100 lots, 100 000 €. Bon. On génère des produits financiers. Comment on les répartit? On ne sait pas. Sinon, il faut considérer que les 45,22 € qu'on doit répartir sur chacun des copropriétaires doit être déclaré sur la déclaration d'impôt. Donc, c'est complètement déconnant. Donc, en réalité, le syndicat des copropriétaires, qui est une personne morale, on ne sait pas aujourd'hui comment on la gère au niveau fiscal. Bon, ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, demain, la copropriété produit de l'électricité. Elle vend cette électricité. Quelle est la fiscalité? Comment on gère les produits? Comment on gère les recettes? Demain, la copropriété. Alors pour le moment, on fait comme on peut. Hein. On a un panneau d'affichage qu'on vend à un sponsor. Bon, bah, on lui vend, mais on ne sait pas exactement comment ces produits, on les passe dans la comptabilité. Un exemple tout bête et qui est très intéressant. Vous savez, les copropriétés ont eu le droit à une aide de l'État par rapport au prix du gaz. Cet argent, on la cherche. On ne la trouve pas. Les syndics nous disent que c'est l'agence de paiement qui n'a pas payé. L'agence de paiement dit qu'on a donné au syndic, mais c'est passé par le syndicat. Voilà. Aujourd'hui, ça c'est un scandale. C'est un scandale, puisqu'aujourd'hui, on a dit aux copropriétaires, on va vous aider par rapport au gaz, par rapport au prix du gaz. Il y a des sommes qui ont été versées a priori, et parfois on ne les trouve pas dans les comptes. Parce que tout simplement, ça passe par le syndic, et ensuite ça passe par le syndicat, et le syndicat, il dit, mais non, donc il y a une perte de transparence dans les opérations financières ou fiscales. Donc, si on pouvait accentuer justement la personnalité morale qui est le syndicat des copropriétaires avec tous des dispositifs même bancaires, aujourd'hui, est-ce qu'on a un compte bancaire spécifique pour les copropriétés? Non, on n'en a pas. On utilise le livret A du particulier. Voilà. Et quand on va voir des banques, allez voir une banque, un syndic bénévole, lorsqu'il veut ouvrir un compte bancaire auprès ou tel établissement bancaire, vous êtes quoi? Vous êtes une société? Non, on n'est pas une société, vous êtes une association. Non, on n'est pas une association. Alors, on vous met où dans nos registres de gestion des financements? On ne sait pas. Voilà. Donc, il faut un régime spécial aux copropriétés pour justement accompagner les emprunts collectifs, accompagner les aides de l'État, accompagner justement l'autofinancement des copropriétés qui est en train de s'organiser petit à petit avec les panneaux photovoltaïques, avec la gestion des énergies vertes, etc. Bon, voilà. Donc, c'est tout ça. Et encore une fois, nous, on n'est pas du tout dans une aide de l'État massive et aveugle. Donc, on veut vraiment trouver des dispositifs pérennes dans le temps. Ok, merci. On arrive au bout de cette audition. Donc, je vous invite à remplir ce questionnaire pour justement alimenter les travaux de ce rapport. Et en tout cas, on reste bien entendu disponible s'il y avait toute autre suggestion à venir alimenter notre réflexion. Et en tout cas, en vous remerciant d'ores et déjà de votre participation active. On vous remercie également, parce que c'est des échanges, des questions très intéressantes, complètes, qui m'ont donné beaucoup de travail ainsi qu'aux équipes. Parce que quand il faut écrire, ça devient compliqué, évidemment. On a beaucoup d'échanges comme ça. Dans les médias, c'est un peu plus décousu, on va dire. La question, c'est, il vous faut ça pour quand? Il nous faut ça pour, j'ai envie de dire, sous un délai maximal de 1 mois. Pas de problème. Pas de problème. 3 semaines. Moins d'1 mois, d'accord. Ouais. Parce que je vous posais la question, parce que comme je suis au ministère du Logement la semaine prochaine, sur le tertiaire, vous voyez, une autre casquette encore. Ça vous concerne peut-être? Non, vous pourrez avoir une branche tertiaire. Non, c'est dommage. On serait retrouvés. Voilà, donc l'emploi du temps un peu chargé, il y avait évidemment des choses à faire. Bon. Et bon, à style télégraphique, ça vous va à peu près là? Oui, non, ça, nous on s'adapte. Merci à vous. Bon, merci en tout cas à vous. Merci. Monsieur l'Assemblée.